Marc m'a demandé de le présenter vite, car il a énormément de choses à vous dire, et le temps est compté. Donc, est-il utile de présenter Marc Lazare, professeur d'histoire et de sciences politiques à Sciences Po Paris, directeur du Centre d'histoire de Sciences Po, auteur cette année d'un livre qui s'intitule Peuplocratie, avec Elvio Diamanti, qui est une tentative de comprendre ce qu'on appelle, alors non pas le populisme, puisque c'est un terme que tu mets un peu de côté. C'est aussi, je crois, pour beaucoup d'entre nous, celui qui, soit à la télévision, soit dans les journaux, soit à la radio, nous permet de comprendre cette vie politique italienne complexe et agitée, qui nous permet de décrypter la politique italienne. Et c'est, je crois, c'est à quoi il va s'essayer maintenant avec l'Italie républicaine de 47 à nos jours. Quelle démocratie, suivie d'un point d'interrogation un peu inquiétant malgré tout. Merci beaucoup Catherine pour ces mots de présentation. Merci à vous effectivement pour votre présence matinale. Alors effectivement la question que je me pose et que je pose c'est l'Italie républicaine de 1947 à nos jours. Je m'expliquerai dans un instant pour cette date de 1947. Quelle démocratie? Et je crois que pour introduire, on peut dire que la démocratie républicaine italienne, entendue comme un régime fondé sur la souveraineté populaire, qui s'exprime par le suffrage universel à l'issue d'élections libres, qui s'organise en un état de droit et qui garantit les libertés politiques et civiles et le respect des droits des minorités, cette démocratie républicaine italienne traîne avec elle une mauvaise réputation. On pourrait presque dire, non pas qu'elle est mal aimée, comme on l'a dit de la 4e République en France, mais qu'elle est mal considérée. En Italie, mais aussi hors d'Italie. En atteste la longue liste de ses imperfections, de ses défauts, de ses défaillances, dont la responsabilité incomberait à la fois aux élites, mais aussi à la société. La démocratie italienne serait en crise permanente, marquée par une instabilité chronique, dont attestent d'ailleurs ces 66 gouvernements, avec une durée moyenne de vie de 14 mois, depuis le 2 juin 1946, date à laquelle les Italiens ont choisi par référendum la République. Davantage, durant plus de 47 ans, elle aurait été bloquée, hémiplégique en quelque sorte, dimezzata, comme on pourrait reprendre le titre d'un roman célèbre d'Italo Calvino, puisque incapable d'assurer une alternance. La démocratie chrétienne avec ses alliés a monopolisé le pouvoir et empêché le principal parti d'opposition, le Parti communiste, le plus puissant du monde occidental, d'accéder à ce pouvoir. Elle aurait été également polluée par le poids démesuré des partis politiques, par la médiocrité de ses dirigeants, l'incompétence de son administration. Elle serait gangrénée par la corruption généralisée, la pratique systématique du clientélisme, la collusion de certains, quand ce n'est pas de nombreux responsables politiques, avec la criminalité organisée. Elle se heurterait à l'incivisme foncier des Italiens, à leur individualisme légendaire, à leur esprit de clocher campaniliste, à la prééminence accordée à leur famille au détriment du bien commun, à leur défiance structurelle envers l'État et la classe dirigeante. Bref, la démocratie italienne ne serait démocratique qu'en apparence. La longue liste de ces déficiences démocratiques de l'Italie contient certainement une part de vérité qui appellerait néanmoins un examen attentif que je n'ai pas le temps d'engager ici, d'autant que chacun d'entre eux, ou presque, fait l'objet de nouvelles investigations historiographiques qui viennent souvent à nuancer leur consistance. En revanche, je voudrais souligner la manière dont elles ont été continuellement soulignées par deux grandes lignées interprétatives de la démocratie que je présente de manière simplifiée, mais qui toutes deux débouchent décidément, sur l'idée longtemps dominante, les choses changent quelque peu ces derniers temps, d'une anomalie italienne. D'un côté, en Italie, l'écriture de ce que l'on appelle souvent, en utilisant une formule célèbre de l'antifasciste Piero Gobetti, cette écriture de l'autobiographie de la nation, est fréquemment fondée sur une tendance récurrente à l'autoflagellation, l'autolésionnisme. On pourrait ainsi tracer les jalons de cette interprétation en remontant par exemple à Giacomo Leopardi, en passant dans un genre très différent
par Antonio Gramsci et bien d'autres grands auteurs que je ne peux citer, et en intégrant nombre de travaux historiques ou de sciences sociales qui cherchent à comprendre les racines de ce mal italien. Celle-ci se trouverait par exemple dans les conditions de réalisation du Risorgimento, le rapport entre peuple et élite, l'antagonisme nord-sud, le rôle et l'influence de l'Église catholique, le niveau culturel de la population. C'est un premier élément, une première ligne interprétative, mais le deuxième filon interprétatif provient plutôt de nombreux chercheurs, quelle que soit leur discipline, plutôt anglais et américains, spécialistes de l'Italie contemporaine, qui déploient souvent une approche que l'on peut qualifier de culturaliste et normative à laquelle je m'oppose. Marquée par la science politique dite développementaliste, qui s'est développée justement au début de la guerre froide, ou encore par certains travaux anthropologues, ces chercheurs considèrent que l'Italie leur semble fort éloignée de tous les critères supposés définir une démocratie moderne, en particulier l'absence d'une culture civique. Ces critères qui implicitement érigent la démocratie britannique ou la démocratie américaine comme le next plus ultra arrivent à expliquer que d'un côté, c'est-à-dire du côté de la Grande-Bretagne et des États-Unis, il y a un modèle de stabilité, un exemple à suivre, à partir duquel on étudie, on jauge, pour ne pas dire on juge tous les autres pays, l'Italie donc, mais aussi la France, avec ses révolutions, ses révoltes cycliques et ses 5 constitutions. J'ajoute qu'en France, nombre de nos compatriotes partagent une vision négative de la politique italienne. Le plus souvent, ils la considèrent comme relevant soit d'une commedia dell'arte particulièrement désopilante, soit à l'inverse comme une tragédie annonciatrice de graves périls. En outre, depuis 1958, ils sont tentés d'apprécier la démocratie italienne à l'aune de la Ve République et donc d'associer l'Italie à la IVe République si détestée, ce qui les empêche, par exemple, de saisir toutes les subtilités que recouvre la réalité d'une démocratie parlementaire. Bref, dans tous les cas de figure, la démocratie italienne relèverait bien d'une anomalie. Eh bien, c'est ce avec quoi j'entends rompre dans mon propos d'aujourd'hui. Rompre, non pas pour occulter les spécificités italiennes, cela n'aurait aucun sens. Non pas pour nier les réalités pointées par ces études, souvent d'excellente qualité, qui relèvent en effet de réels problèmes de la démocratie italienne. Ni à l'inverse, pour sombrer dans le fameux syndrome de Stendhal et encenser l'Italie, l'ériger en modèle politique, un peu à l'instar de ce qu'avait réalisé un grand politologue américain d'origine italienne, dont vous voyez le nom, dans un livre qui s'appelait Démocratie à l'italienne, publié en italien en 1988, soit quelques années avant que s'écroule tout le système politique qu'il avait presque encensé tout en listant ses multiples travers. Plutôt que de vouloir caractériser et figer avec un adjectif la démocratie italienne en évoquant une démocratie faible, une démocratie instable, une démocratie inaccomplie, une démocratie anormale, ma démarche sera celle d'une histoire compréhensive afin de tenter de répondre à la question posée, quelle démocratie pour l'Italie? Je cherche avant tout à comprendre pourquoi, mais peut-être plus encore, comment l'Italie a cherché à inventer, depuis l'après-Seconde Guerre mondiale, une démocratie représentative, certes avec ses imperfections, mais quelle démocratie n'en a pas, alors même que la réalisation d'une pareille ambition se heurtait et continue de se heurter à de considérables obstacles nationaux, internationaux, politiques, sociaux et culturels. J'avance l'hypothèse que le cheminement tourmenté de la démocratie dans ce pays, réalisé par de multiples acteurs et toujours en cours, s'est fondé sur l'immense capacité de conciliation des contraires, d'une pratique continue des médiations entre tendances opposées, d'une réponse à des défis fortement déstabilisateurs. La République italienne, sa démocratie, est ainsi caractérisée par un incessant et périlleux jeu d'équilibrisme, ce qui laisse entrevoir sa complexité en rien réductible, justement, à une seule et unique caractéristique. Cette thèse, je veux la défendre en analysant de manière synthétique 2 grandes phases de l'histoire républicaine. D'abord, celle qui va de décembre 1947, lorsque la Constitution de la République est enfin adoptée par le Parlement,
et promulguée par le président de la République de l'époque, Enrico de Nicola, après 18 mois de travail des constituants, cette phase allant jusqu'au début des années 1990. C'est la période de l'invention et de l'institutionnalisation de la démocratie républicaine. Les années 1990 sont celles de l'écroulement du système classique des partis politiques qui laisse la place à une nouvelle phase qui se prolonge jusqu'à nos jours, celle d'une démocratie plus que jamais en tension. Première étape, donc, c'est celle de l'Italie de 1947 aux années 1990. Inventer une démocratie, la formule est évidemment contestable. Depuis 1861, une monarchie constitutionnelle existait et reposait sur un régime parlementaire. Mais cette démocratie reposait sur une base électorale réduite qui ne changea qu'en 1912 avec l'instauration d'un suffrage quasi universel puisque limité aux hommes. Lequel, c'est vrai, permit une extension de la participation aux élections, mais une extension fugace puisqu'elle ne put se réaliser qu'en 1913, puis en 1919 et 1921, tandis que dès 1924, les conditions d'une libre compétition électorale avaient déjà été largement faussées par Mussolini, un peu moins de 2 ans après son accession au pouvoir. Après la Seconde Guerre mondiale, il s'agissait bien de créer une démocratie nouvelle, avec un suffrage universel étendu aux femmes, et qui prend donc la forme d'une république. La volonté des constituants était de rompre avec 2 décennies de fascisme, mais aussi avec la monarchie et les pratiques de l'Italie libérale, dont ils pensaient qu'elles avaient également contribué à l'ascension du fascisme. Je n'entends pas ici faire une analyse fouillée de la Constitution et des institutions de la République qui se veut une démocratie parlementaire, et je reviendrai beaucoup sur cette idée de la démocratie parlementaire. Je veux en revanche souligner l'ampleur de la tâche des principaux bâtisseurs de la République, soit les partis politiques antifascistes, à commencer par les 3 principaux d'entre eux, la démocratie chrétienne, le Parti communiste et le Parti socialiste. Et prenons la mesure de la tâche. Comment fonder une démocratie républicaine après 20 années de totalitarisme fasciste auquel la monarchie fut impliquée, les élites aussi, mais encore une large partie de la population? Comment fonder une démocratie républicaine dans un pays misérable, détruit en grande partie où l'État s'était quasiment effondré? Comment fonder une démocratie républicaine dans un pays qui, pour avoir été du côté des vaincus, fut sanctionné au traité de paix de Paris de 1947 et qui essayait de retrouver une place parmi les nations alors que la guerre froide qui s'amorçait en 1947 se répercutait directement dans la péninsule? La gestation de la démocratie républicaine se réalise dans cet entrelac de contingences et de contraintes politiques, sociales et internationales, ce qui conditionne les formes qu'elle va emprunter. À cet égard, je voudrais en souligner 4, toutes équivoques, qui la caractérisent durant près d'un demi-siècle. D'abord, des institutions sacralisées et contestées. Tout l'effort des forces républicaines, en dépit de leurs différences, vise à faire vivre cette République, à l'asseoir, à la rendre visible, à faire en sorte qu'elle soit reconnue, identifiée, appropriée, assimilée, voire intériorisée par les Italiens, avec un effort plus particulier en direction du Sud, pour des raisons que j'expliquerai dans un instant. D'où la nécessité d'une sacralisation qui ne se fera pas sans peine, du fait des divergences entre les partis, des méfiances réciproques, et ne se réalisera donc que progressivement. Sacralisation du texte lui-même, qui se marquera vraiment après les émeutes de Gênes en 1960, provoquées par la décision du parti néofasciste, le mouvement social italien, de tenir congrès dans cette ville, d'où partit l'insurrection contre les nazis et les fascistes en 1945, et à qui fut décernée la médaille d'or de la résistance, mais aussi du fait qu'à partir de cette époque, se formait un gouvernement de centre-gauche associant les socialistes à la démocratie chrétienne. Sacralisation dans le choix des symboles, symboles de la République, mais aussi organisation sur un mode mineur à cause des désaccords entre les partis et par volonté de ne pas reproduire les grandes messes et scénographies fascistes d'un cérémonial, d'un protocole, de commémoration, de rituels et de fêtes, celle-ci étant longtemps, c'est vrai, assez terne et davantage prise en charge par les partis, les associations, les autorités locales que par l'État. Sacralisation par l'affirmation discrète mais néanmoins réelle de la fonction, du rôle et de la personne du président de la République qui va sillonner le pays, y compris pour se faire voir.
Mais il est vrai, cependant, que la République n'a pas pu, ni sans doute voulu, instaurer une vigoureuse religion civile et qu'en conséquence, la citoyenneté politique apparaît assez effacée. Toutefois, face aux défis terroristes venus de l'ultra-droite et de l'ultra-gauche, la majorité des Italiens, surtout à partir des années 1970, se mobilisera pour s'opposer à celui-ci et pour défendre la République, ce qui prouve son enracinement. Un enracinement qui n'empêche pas les incessantes critiques dont elle est l'objet. Au moment de sa naissance, elles proviennent d'un mouvement qui va connaître un certain succès, le Fronte dell'Uomo Qualunque, du journaliste Giannini, et puis qui prétend parler au nom de la foule contre les chefs, i capi, et qui va connaître un certain succès. Critiques aussi qui viennent du mouvement social italien, mais critique aussi du grand constitutionnaliste Giuseppe Maranini, qui fustige dès 1949 la partitocratie, c'est-à-dire le pouvoir démesuré des partis politiques accusés de confisquer la démocratie. La partitocratie va être une notion qui va ressurgir à partir des années 80 et se diffuser largement. Et puis viennent ensuite les critiques contre la corruption, le clientélisme des partis de gouvernement, à commencer par la démocratie chrétienne, puis dans les années 80 du Parti socialiste, et puis aussi du Parti communiste. Cette période, les années 80, est celle où l'antiparlementarisme se répand en Italie, venant de différents horizons, d'extrême droite, d'extrême gauche, qui n'hésitent pas à recourir à la violence, mais aussi, plus étrangement, du petit et inventif parti radical qui, d'un côté, s'évertue à desserrer l'emprise des deux grands partis, la démocratie chrétienne et le Parti communiste, en menant des grandes batailles pour la libéralisation de la société et des mœurs, mais qui, de l'autre, n'hésita pas en 1987 à présenter une actrice porno très connue aux élections, dont la campagne et l'élection suscitèrent l'attention du monde entier, ou presque, pour, selon les termes des radicaux, mettre à nu, c'est le cas de le dire, démasquer, ridiculiser le spectacle désastreux, l'aspect justement pornographique donné, selon eux, par la Chambre des députés. Deuxième caractéristique, c'est la plus connue, c'est l'instabilité des gouvernements, mais je rajoute l'instabilité des cultures politiques. Cette caractéristique a deux faces, cette ambivalence que j'essaye de pointer. Oui, bien sûr, il y a cette instabilité chronique des gouvernements, les crises récurrentes qui résultent des affrontements entre les différents partis, mais surtout au sein du même parti, en particulier dans la démocratie chrétienne qui forme un agrégat de multiples courants et sous-courants. D'où, c'est vrai, cette perte de netteté de l'action gouvernementale, l'incompréhension fréquente des Italiens, l'exaspération des alliés d'Italie, sa crédibilité amoindrie au niveau international. Mais la question du coup de la gouvernabilité est ainsi posée et elle alimentera du coup la quête récurrente d'hommes politiques forts affirmant leur volonté d'agir et de décider. C'est ce qu'on appelle la tentation du cesarismo et du decisionismo, qui presque aussitôt d'ailleurs, lorsqu'elle s'incarne à travers un homme, par exemple le socialiste Bettino Craxi dans les années 80, déclenche les protestations de la gauche. Et comme cela sera le cas, et j'y reviendrai, avec Silvio Berlusconi, et dans des genres différentes, Matteo Renzi ou encore Matteo Salvini. Pourtant, cette instabilité qui nous frappe tant en France est loin d'être univoque. D'abord parce que les gouvernements passent, mais que les hommes restent. Ils perdent une présidence de la République ou un tel ministère pour mieux rebondir vers une autre fonction. Et le symbole des symboles, c'est évidemment le démocrate chrétien Giulio Andreotti, qui de 1946 au début des années 90 a occupé 7 ministères différents, a été 3 fois président du Conseil et a fini sa carrière politique comme sénateur à vie. Ensuite et surtout, parce que des années 1940 jusqu'à la fin des années 80, les partis, du moins les principaux d'entre eux, ont édifié de solides cultures politiques dans des territoires entiers caractérisés par une stabilité électorale, un encadrement des populations, la création d'identités collectives auxquelles, à des degrés divers, les populations s'identifiaient. C'est ainsi qu'on a l'Italie centrale, cette Italie rouge, et le reste du pays, de l'Italie blanche, celle de la démocratie chrétienne, en particulier dans le nord-est, de la Vénétie ou dans le sud. Par conséquent, la partitocratie, si souvent vilipendée, ce n'est pas que la puissance des partis comme machine bureaucratique, la mise en coupe réglée, auquel elle va procéder des institutions pour y placer leurs hommes au détriment des principes méritocratiques,
pour en retirer des gratifications matérielles et symboliques, pour détourner de l'argent. La partitocratie, c'est aussi cet enracinement au cœur de la société italienne qui fait qu'en 1976, près de 74% des Italiens votaient soit pour la démocratie chrétienne, soit pour le Parti communiste, et en plus étaient élus avec une énorme participation électorale. Pourquoi ? Pourquoi donc une telle puissance sociétale des partis que nous ne connaissons pas en France ? Héritage du fascisme, avec l'habitude prise par des millions d'Italiens d'adhérer au Parti national fasciste ? Recherche de protection, voire davantage de bénéfices, d'opportunités, surtout après la guerre où l'État avait quasiment disparu. Adhésion aux idéaux et aux projets de ces partis et plus encore volonté de combattre l'adversaire. Politisation intense de la période, sans doute tout cela. Mais ce qui est certain, c'est que des masses d'Italiens l'ont accepté et en ont bénéficié. Jusqu'au tournant des années 1970 ou 80, où s'amorce un divorce entre les partis et une société qui est en train de changer à toute vitesse. 3 exemples. Encore fortement rurale après la guerre, comme vous le voyez, l'Italie est devenue en une vingtaine d'années une grande puissance industrielle avant de basculer presque dans la foulée vers une société industrielle. De même, l'analphabétisme qui touchait encore donc, ce pourcentage de la population en 1951 va se réduire, mais cet analphabétisme était tel que c'est la raison pour laquelle, pour voter, on mettait les sigles des partis, on mettait une croix, ce qui d'ailleurs continue de se pratiquer, alors que cet analphabétisme a disparu grâce à l'école et aussi à la radio, voire au début à la télévision. Enfin, le miracle italien permet un enrichissement général qui ne saurait, cela dit, occulter les inégalités. Troisième caractéristique, toujours cette ambivalence qui est mon idée clé, c'est cette dialectique des divisions et de l'unité. L'Italie est traversée par de multiples lignes de faille, susceptibles à tout moment de dégénérer en conflits potentiels et de nourrir des processus de radicalisation politique a priori incontrôlables. C'est la raison pour laquelle sont fréquemment engagées des médiations diverses et variées, débouchant à l'occasion sur des compromis plus ou moins explicites, voire des compromissions. L'un des plus nets clivages est celui existant entre fascistes et antifascistes, notamment dans le nord du pays, théâtre d'une véritable guerre civile entre 1943 et 1945, qui se prolongea après la fin officielle de la guerre et laissa des traces pour longtemps, et même jusqu'à nos jours, dans les mémoires. La Constitution était clairement antifasciste et elle interdisait toute reconstitution d'un parti fasciste. Pourtant, le mouvement social italien se forma dès 1946. En fait, les principaux partis acceptaient de facto d'accorder à ce parti une représentation parlementaire qu'il obtint grâce au scrutin proportionnel, pensant qu'ainsi cela préviendrait tout risque de débordement dans les rues. Mais il le cantonnait, ce parti, aux marges du système des partis, sauf une fois, en 1960, lorsque le démocrate chrétien Tambroni obtint la confiance pour son gouvernement avec le soutien des sénateurs néofascistes, ce qui provoquera une crise profonde au sein de la démocratie chrétienne et déclencha une tempête d'indignation dans le pays. Une autre division potentielle se fit sentir dès les lendemains de la guerre, avec les aspirations et à l'autonomie, voire à l'indépendance, de la Sardaigne, de la Sicile, comme dans le nord et le nord-est de la péninsule. Cela entraîna la création de régions à statut spécial, comme vous le voyez sur cette carte, des cartes qui donnent une autonomie très importante à ces régions. Mais le régime politique lui-même, la République, ne provoqua pas le consensus complet. En 1946, au référendum, la participation est massive, 89% de votants, et la République est choisie à 54%. Mais cette carte est fondamentale, parce qu'elle nous montre que le Sud, en particulier, et surtout le Sud, vote massivement à 65% pour la monarchie. La division territoriale est donc éclatante, renvoyant à une fracture de longue durée apparue depuis l'unité italienne. Et cela obligea les gouvernements de la République à déployer une politique économique et sociale spécifique en direction du Mezzogiorno pour essayer de favoriser son développement, d'essayer de trouver les moyens de contenter les populations et de forger des réseaux d'influence pour tenter de convaincre le Sud des bienfaits de la République. En plus, à partir de 1947, la guerre froide a entraîné le départ des ministres communistes du gouvernement au mois de mai.
S'instaure alors l'antagonisme qui oppose durement, violemment, durablement communistes et anticommunistes. Emblématiques à cet égard sont les élections d'avril 1948 qui se déroulent 2 mois après le coup de Prague dans un climat incandescent car s'y jouait le sort de l'Italie, mais pas seulement, avec d'un côté la démocratie chrétienne et de l'autre le Front populaire composé des communistes et des socialistes, puisque l'Italie est le seul pays où les socialistes du monde occidental sont restés aux côtés des communistes. Cet affrontement remporté par la démocratie chrétienne persistera une bonne partie de la guerre froide. Les communistes dénoncent les clérico-fascistes, les démocrates chrétiens la subversion communiste. Cela mobilisera largement la société du fait de la force des partis, avec justement leur masse d'adhérents et d'électeurs. Mais elle impliquera aussi l'Église, qui va décréter l'excommunication le 1er juillet 1949 des communistes, sans que cela ne soit réellement et massivement mis en œuvre par le clergé. Encore aujourd'hui, et j'y reviendrai, la mémoire de l'anticommunisme est loin d'avoir disparu en Italie. De même, durant les années de guerre froide, en particulier dans les années 1960-1970, des luttes sociales, paysannes, ouvrières, des grèves, le plus souvent menées par les puissants syndicats, ont marqué l'Italie et suscité l'opposition du pouvoir et du patronat, et souvent d'ailleurs ont été durement réprimés par les forces de l'ordre. D'autres combats encore ont déchiré l'Italie, et ces combats, paradoxalement, ont été favorisés par l'existence même de la démocratie et sa promesse d'égalité dont elle est porteuse. Par exemple, celui que se sont livrés, d'un côté, l'Église catholique et les secteurs politiques conservateurs, décidés à abolir une loi autorisant le divorce, et de l'autre côté, les féministes et leurs alliés qui aboutit au refus de l'abrogation de cette loi, c'est-à-dire au maintien de la loi sur le divorce lors du référendum des 12 et 13 mai 1974. Je rappelle que les référendums en Italie sont abrogatifs. Une date marquant clairement le processus de sécularisation qui affecte la péninsule. Mais ces fractures profondes, ces déchirements incessants, ces affrontements intenses, ces disqualifications récurrentes de l'adversaire ont été contrebalancés par une aptitude à l'absorption de la contestation et à la résolution des conflits. Les luttes des années 60-70 ont arraché de grandes conquêtes syndicales et sociales. En réponse aux fortes demandes à cette époque de démocratisation de la politique émanant de la société civile, ont été créées des régions dotées de grands pouvoirs, supposées, au départ du moins, rapprocher les citoyens de la politique et la politique des citoyens. Le pouvoir a été obligé de reculer, de faire des concessions. Mais le meilleur exemple de ces médiations est celui de l'antagonisme communiste-anticommuniste. C'est Palmiro Togliatti, le secrétaire du Parti communiste italien, qui va convaincre ses camarades en mars 1947 de voter l'article 7 de la Constitution qui régit les rapports entre la République et le Vatican en se référant à une partie des accords du pacte de Latran signé en 1929 par l'État italien fasciste et le Saint-Siège, ce qui revient à accorder un pouvoir important à l'Église. Il le fit pour divers motifs, en particulier parce qu'il voulait à tout prix débloquer l'écriture de la Constitution, et aussi par sa hantise de ne pas braquer le monde catholique, toujours cette idée de ne pas aller jusqu'au bout de l'affrontement. Ce sont les mêmes parlementaires communistes qui vont voter la Constitution en décembre 1947, alors que leur parti est devenu membre du Cominform et que donc ils sont entrés en guerre froide. Davantage, le Parti communiste italien, en dépit de ses liens de fer avec Moscou, contribue à ériger la Constitution elle-même en table de la loi, en référence fondamentale de sa propre culture politique, seul cas parmi les partis communistes occidentaux à ma connaissance. C'est encore et toujours le Parti communiste italien qui propose en septembre 1973, après le coup d'État au Chili contre Salvador Allende, un compromis historique à la démocratie chrétienne, puis à partir de 1976, une solidarité nationale pour s'opposer aux bombes de l'ultra-droite et aux attentats ciblés de l'ultra-gauche. Cette politique échouera pour diverses raisons, dont l'enlèvement et la séquestration d'Aldo Moro par les Brigades Rouges, son enlèvement, sa séquestration et son exécution. Aldo Moro était favorable à un accord avec le Parti communiste italien. Il en résulte
une intégration progressive du Parti communiste aux institutions, en Italie, comme d'ailleurs en Europe, et plus profondément encore ce que j'appelle une acculturation démocratique, qui accroît au demeurant ses contradictions et exacerbe ses controverses internes par rapport à ses principes, à sa doctrine idéologique, par rapport à son mode d'organisation, ou encore à ses liens avec l'Union soviétique, avec laquelle Enrico Berlinguer, le dirigeant communiste de l'époque, prend une certaine autonomie, autant de ce que l'on a appelé l'eurocommunisme, sans jamais rompre véritablement avec l'URSS. Se diviser, se déchirer, se confronter, s'affronter même, mais éviter autant que faire se peut des ruptures irrémédiables, telle est la pratique de la démocratie républicaine. Et ce, y compris par rapport au haut niveau de violence qui existe en Italie. Violence sociale, avec les grandes luttes paysannes en Sicile, dans le sud et le centre du pays dans les années 40-50, puissantes luttes ouvrières dans le triangle industriel, Gênes, Milan, Turin. Violence de la criminalité organisée, notamment dans le sud du pays. Violence politique dans la lignée de la résistance, avec la tentation de nombreux communistes de s'emparer du pouvoir par les armes et des fascistes de continuer le combat et de certains secteurs démocrates chrétiens d'anéantir les communistes. Violence politique aussi articulée aux conflits sociaux des années 60, ce que l'on a coutume d'appeler les années de plomb, qui feront 491 morts entre 1969 et 1987 pour raisons politiques, des données sans équivalent à l'époque en Europe occidentale. Or, l'État, souvent pris au dépourvu, a combiné une politique répressive, forte, surtout contre l'ultra-gauche, adopté des mesures qui restreignaient les libertés, et dans le même temps, refusé de recourir à des procédures juridiques exceptionnelles, et tout cela avec le soutien massif de l'opinion. L'ambivalence. L'ambivalence, voilà peut-être le mot qui caractérise au fond le mieux la démocratie chrétienne au fil de ces années. Les principaux protagonistes se jaugent, montrent leurs muscles, sont prêts à s'entretuer. L'Italie semble au bord de la guerre civile, mais celle-ci est simulée. En vérité, aucun des protagonistes n'est suffisamment fort pour pouvoir éliminer l'autre. Ni le Parti communiste, ni l'ultra-gauche, ni l'ultra-droite, ni la démocratie chrétienne et ses alliés, ni l'État. Un État qui souffre d'une délégitimation, qui s'enracine dans l'histoire de longue durée, un État accusé par ses contestataires de gauche de partialité, de ne pas avoir réussi à accomplir une réelle épuration après le fascisme, de tramer des complots, d'avoir participé, en tout cas certains des secteurs de l'État, à ce qu'on a appelé la stratégie de l'attention, c'est-à-dire les bombes de l'ultra-droite dans les lieux publics dans les années 70. L'historiographie communiste, car on parlait en Italie d'historiographie communiste, catholique, socialiste, jusque dans les années 80, preuve justement de la puissance des partis jusque dans le monde universitaire. L'historiographie communiste a pu parler d'une conception d'un doppio stato, un état double, une formule qui a fait Flores, mais qui est fort discutable. Quoi qu'il en soit, la République italienne de cette période, c'est en quelque sorte un champ magnétique de forces antagoniques dans lequel aucun pôle n'est suffisamment fort pour imposer sa puissance et son hégémonie. Par conséquent, chacun d'entre eux se neutralise. Et c'est un équilibre précaire qui s'est installé, qui résulte donc du contexte historique et des rapports de force politiques. Mais cet équilibre seront en partie dans les années 1990, rupture qui va entraîner la recherche d'autres modalités de conciliation. Ce qui m'amène à ma deuxième partie, l'Italie républicaine, depuis le milieu des années 1990, une démocratie parlementaire sous tension. Un terremoto, un tremblement de terre. Un tremblement de terre politique secoue en profondeur l'Italie à partir du début des années 1990. Il ne me revient pas ici d'en analyser en détail, là encore, les causes et son aspect. Je me contenterai de quelques rappels, avant là aussi de mettre en exergue les caractéristiques de la politique au cours de cette période. Deux grandes séries d'événements vont frapper de plein fouet le système politique italien. D'abord, la chute des régimes communistes dans l'Est européen à partir de 1989,
dont les effets considérables se font presque immédiatement ressentir en Italie. Par quoi on peut comprendre les interactions politiques incessantes entre la dimension de l'international et l'instance du national. Effet d'abord sur le Parti communiste italien, mais effet aussi sur la démocratie chrétienne. Ce parti communiste, depuis la fin des années 1970, déclinait électoralement. Et il constatait déjà à l'époque que de l'autre côté des Alpes, le grand parti communiste français s'effondrait. Il s'interrogeait donc déjà avant 1989 sur les raisons de ce décrochage que vous pouvez voir, 34,3 en 1976, et à partir de 1979 et 1983, un important recul. Mais la chute du mur de Berlin va provoquer un très vif débat interne dans sa direction, et en particulier à l'initiative de son secrétaire de l'époque, Achille Occhetto, sur la nécessité ou pas de changer de nom, alors même que depuis 1944, les communistes italiens avaient toujours expliqué que eux étaient différents de leurs camarades du monde entier, en particulier par rapport aux soviétiques et français. Mais l'autre conséquence est de nature électorale, et elle est double. À partir du moment où, en 1991, le Parti communiste renonce à son nom et à son identité communiste, ce qu'il fait, il s'appellera d'ailleurs dans un premier temps PDS, Partito Democratico della Sinistra, pour se différencier du Parti socialiste. Il risquait de perdre des électeurs. Et c'est ce qui se vérifiera en 1992, où ce parti ne recueillit que 16% des suffrages, tandis que le Parti de la refondation communiste, qui avait refusé de changer de nom, n'en obtint que 5,6%. À l'opposé, les électeurs qui votaient pour la démocratie chrétienne uniquement pour faire barrage aux communistes sans être dupes de tous ces travers étaient en quelque sorte libérés. Et à son tour, la démocratie chrétienne a commencé à perdre des voix. En d'autres termes, entre 1989 et 1994, le clivage communiste-anticommuniste, qui avait paradoxalement, on l'a dit, structuré la démocratie républicaine comme un système de force et contre-force qui faisait tenir un édifice, est en train de s'évanouir. On aura l'occasion d'y revenir, cela dit, car ce n'était que partie remise, et ce clivage reviendra rapidement au premier plan. Le deuxième facteur explicatif de ce tremblement de terre politique provient des juges de Milan, avec l'opération passée dans l'histoire sous le nom de Mani Pulite, main propre, qui a été un grand moment en Italie à partir de 1992, en effet, à l'issue d'un minutieux travail collectif et coordonné d'investigation, et avec un peu de chance. Ces juges vont mettre à jour l'ampleur du système de corruption mis en place par les partis de gouvernement. En quelques années, les juges dont l'action est amplement relayée par les médias, et notamment la télévision, et soutenue dans un premier temps par une large partie de l'opinion publique en état de quasi-jubilation. Ces juges poursuivent une quantité impressionnante de responsables politiques. À partir de 1994, on compte 6000 instructions, ça ne veut pas dire que les personnes étaient coupables, qui concernent donc près d'un député sur 2 et un sénateur sur 3. Sans parler de centaines de conseillers régionaux, de milliers d'élus municipaux, appartenant majoritairement à la démocratie chrétienne et au Parti socialiste. On assiste donc en un temps très bref à la décapitation, à la délégitimation de la plus grande part de la classe politique, ce qui fait vaciller cette démocratie italienne. D'autant que cela s'accompagne d'un bouleversement complet du système des partis politiques, amplifié par la fin du mode de scrutin proportionnel et l'instauration de nouvelles lois électorales, à moins de 3 changements de mode de scrutin depuis 1993, sachant que le gouvernement actuel envisage maintenant de rechanger le mode de désignation des parlementaires. Les partis de gouvernement, démocratie chrétienne, Parti socialiste, et j'en profite pour citer les autres que je n'ai pas cités jusqu'ici, Parti républicain, Parti libéral, Parti social-démocrate, vont disparaître quasiment, même si certains responsables vont réussir à se recycler dans de nouvelles formations. Ces formations sont de 2 sortes, ces nouvelles formations. D'un côté, les 2 anciens partis d'opposition, le Parti communiste, le mouvement social italien, se métamorphosent, changent de nom et d'identité, ils se décommunisent pour le Parti communiste, ils se défascisent pour le second, avec dans les 2 cas des militants qui, eux, refusent
cette transformation et veulent rester fidèles à leur identité originelle. D'autre part, émergent deux partis nouveaux sur lesquels je vais revenir, la Ligue du Nord et Volkseinheit. Je n'entends pas livrer une chronique politique de cette période, mais dans la lignée interprétative que je propose, je cherche à repérer d'une part les profondes ruptures qui se produisent, mais aussi, toujours cette dialectique, mais aussi un certain nombre d'invariants. Et d'autre part, je cherche à comprendre la façon dont va se mettre en place une nouvelle configuration entre la République, la nation et l'Europe, qui détermine le cadre de la démocratie italienne, et enfin, à analyser l'impact qu'ont les plus récents populismes, ceux du mouvement 5 étoiles et de la Ligue de Matteo Salvini, sur la démocratie italienne, et encore toujours la manière dont celle-ci cherche à relever ces défis. Commençons donc par les ruptures et continuités. Les changements politiques sont considérables. Je n'en reviendrai que quelques-uns. D'abord, l'alternance politique. À chaque élection, 1994, 1996, 2001, 2006, 2008, 2013, 2018, les formations qui étaient au pouvoir sont battues. Certains politologues y voient un signe d'instabilité, mais l'argument pourrait être renversé, en affirmant au contraire que cela atteste une vitalité démocratique, puisque précisément, les mêmes politologues se plaignaient auparavant des 47 années de démocratie chrétienne. C'est le premier changement. Deuxième changement, très important, tient à la création de la Ligue du Nord, une organisation fortement implantée dans la partie septentrionale de la péninsule, donc la partie la plus riche de l'Italie. Ce mouvement regroupait diverses ligues régionales et était dirigé par Umberto Bossi. La Ligue du Nord va devenir une formation qui compte considérablement dans le Nord, mais plus généralement dans le pays, a introduit 4 grandes nouveautés en politique. 4. 1. Elle a fait de l'opposition entre le Nord et le Sud, qui était jusqu'ici, dans la longue durée, un antagonisme social et culturel, une ressource politique, en prétendant qu'il y avait d'un côté une Padanie et de l'autre côté en fustigeant les méridionaux. Première nouveauté. 2. Elle va rompre assez rapidement avec le pro-européisme de l'Italie. J'y reviendrai. 3. Elle a mis à l'agenda politique le sujet de l'immigration, désignant celle-ci comme une menace pour la Padanie, mais aussi pour l'Italie. Enfin, le leader Umberto Bossi a introduit la vulgarité dans le langage de la politique, mais aussi dans son nexis corporel, rompant ainsi avec ce que l'on a coutume d'appeler en Italie le politichese, c'est-à-dire ce langage souvent hermétique, incompréhensible que pratiquaient les responsables politiques italiens. La formule la plus célèbre était celle d'Aldo Moro dans les années 60, parlant du rapprochement avec les socialistes et parlant de convergence parallèle. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Et rompant avec leur tenue vestimentaire fort conventionnelle et guindée. Troisième changement d'envergure, c'est bien sûr Silvio Berlusconi, qui se lance en politique en janvier 1994, qui gagne 3 élections, 1994, 2001, 2008, et qui va obséder l'Italie durant près de 20 ans, plus de 20 ans, même qu'il soit au pouvoir ou à l'opposition. Silvio Berlusconi opère une véritable révolution. Il révolutionne la communication grâce à ses télévisions, faisant de celle-ci le principal lieu de l'activité politique, au point que certains ont pu parler de télécratie, ce que je ne partage pas. Berlusconi s'adresse directement, cela dit, aux électeurs, cherchant par tous les moyens à les séduire, y compris en faisant don de son corps, admettant de recourir à la chirurgie esthétique pour conserver l'apparence de la jeunesse aussi longtemps que faire se peut, usant lui aussi d'un autre langage politique emprunté au monde des affaires, truffé de références au football, avec des blagues salaces et parfois xénophobes, égrénant des promesses démagogiques et souvent contradictoires. Mais il révolutionne aussi les partis. D'une part, il forge un parti entreprise, puisqu'il est formé à partir de sa propre entreprise, la Fininvest, mais aussi parce qu'il conçoit l'élection comme un marché pour lequel on peut recourir à des méthodes directement importées du marketing dont il est un grand expert. De l'autre, il fonde un parti personnel, dédié à sa propre personne, mobilisable selon son beau vouloir, refusant en conséquence toute forme d'institutionnalisation. Enfin, par son parcours même, d'homme d'affaires venu en politique,
il soulève une question essentielle en démocratie, celle du conflit d'intérêts entre ses affaires privées et ses responsabilités publiques. Mais Silvio Berlusconi va littéralement engendrer le berlusconisme, un ensemble de références et de valeurs contradictoires auxquelles il s'efforce de donner une cohérence et qui entendait s'opposer à l'hégémonie culturelle de la gauche. Il se veut, du moins au départ, libéral sur le plan économique et politique, mais au pouvoir n'hésitera pas à faire des politiques d'assistance étatique et à s'en prendre aux médias hostiles à sa politique et à sa personne. Il se prétend moderne, mais respectueux des traditions familiales et chrétiennes, même si sa vie privée ne suit bien les recommandations de l'Église. Il s'adresse à des électeurs très variés, du nord au sud de l'Italie, qui ont des attentes opposées, qu'il essaye de satisfaire. Et puis, le ciment du berlusconisme, c'est l'anticommunisme, qu'il réactive en accusant ses adversaires d'être communistes, eux qui pourtant s'évertuaient à occulter leur passé, et qui ne cessaient de se présenter comme des modérés du centre-gauche. Cet anticommunisme sera l'une de ses grandes ressources politiques, présent dans ses discours, ses proclamations, devenant un slogan des manifestations et des meetings où lui-même, Berlusconi, n'hésitait pas à sauter sur ses pieds avec le public en criant « Qui ne saute pas est communiste ». La réactivation de l'anticommuniste consiste en une instrumentalisation de la mémoire hostile au Parti communiste et au régime communiste, dont je vous rappelle que la Yougoslavie était à la frontière nord-est de l'Italie. Mais Silvio Berlusconi donne un autre sens à cet anticommuniste. Quand il parle de communiste, c'est aussi parce qu'à son avis, la gauche, est associée aux communistes parce qu'elle est supposée vouloir faire plus d'État et lever des impôts, et ce qui plaît bien évidemment à tout un public de commerçants, d'artisans et de chefs de petites entreprises. Et les communistes, selon lui, sont aussi les juges rouges qui le persécutent, selon lui, et qui vont persécuter tous les Italiens. Berlusconi, à la suite d'autres hommes politiques, notamment son ami, le socialiste Craxi, cherche à renforcer le pouvoir exécutif au détriment du pouvoir législatif. Il veut faire du président du Conseil non plus le primus inter pares, comme le concevaient les constituants, mais comme la figure la plus éminente de la politique. C'est pourquoi il s'est évertué à transformer la nature des élections politiques destinées normalement à élire des députés et des sénateurs, en les présentant, ces élections, comme celles qui devaient désigner directement le présidente. De même, durant ces législatures, il a valorisé l'importance du chef de gouvernement grâce à une mise en scène soignée de l'exercice de son pouvoir et de ses interventions publiques. Il a cherché à redimensionner le Parlement en réduisant un peu le temps de ses délibérations et en rognant certaines de ses prérogatives. Au total, Silvio Berlusconi, c'est la médiatisation, la personnalisation et la présidentialisation de la démocratie italienne. Avec lui, l'Italie est sortie de la démocratie du Parlement et des partis. Elle est rentrée de plein pied pour reprendre la formule du philosophe Bernard Manin, dans la démocratie du public, celle du leader, qui utilise tous les moyens modernes, à commencer par la télévision, qui instrumentalise les sondages, qui cherche à capter un électorat volatile. Il y a donc bien un avant et un après Berlusconi, et cela a changé la physionomie de la démocratie italienne. Toutefois, comme toujours, ce bouleversement est contenu grâce aux dispositions constitutionnelles, toujours en vigueur, dont le président de la République et la Cour constitutionnelle sont les gardiens vigilants et sourcilleux. La tradition parlementaire reste fortement ancrée en Italie. Les forces de la société civile se sont mobilisées à plusieurs reprises, par exemple pour défendre l'indépendance de la magistrature et celle de la radio et de la télévision publique. La présidentialisation s'avère limitée. En revanche, la médiatisation et la personnalisation de la vie politique sont désormais pratiques courantes, reprises y compris par les adversaires de la Ligue et plus encore de Silvio Berlusconi. Le seul qui fait exception à cela fut Romano Prodi, le leader de centre-gauche, qui par 2 fois a battu Berlusconi. Si tout semble avoir changé en termes d'offres politiques, il est cependant frappant de relever également les continuités de la géographie électorale jusqu'en tout cas aux années 2013. La carte des votes pour Forza Italia et ses alliés correspond encore à la carte de l'ancienne démocratie chrétienne, tandis que la carte du centre-gauche correspond, même si elle est plus réduite, à celle de l'ancien Parti communiste italien. Deuxième grand moment, c'est le rapport La République, la Nation et l'Europe. Un point essentiel à aborder. Comme vous le savez, l'Italie avait choisi,
avec Alcide de Gasperi, avec la démocratie chrétienne, de jouer la carte européenne, d'être une force profondément européenne. Et à partir des années 60, les socialistes se convertirent à la communauté économique européenne, et puis plus tard, le Parti communiste italien, précédé d'ailleurs par la confédération syndicale de la CGIL. L'Europe était bien vue, elle avait contribué au développement économique de l'Italie. Les Italiens se référaient souvent davantage à leur ville d'origine et à l'Europe qu'à l'échelon intermédiaire que représentait la nation. Or, à partir des années 80, on enregistre en Italie la résurgence du vieux débat qui avait accompagné l'unification italienne au XIXe siècle. Qu'est-ce que la nation italienne ? Un débat posé par les responsables politiques, par exemple le président de la République Pertini, ou par ailleurs un autre dirigeant, Giovanni Spadolini, ou même des chercheurs, comme par exemple Gian Enrico Rusco. Et puis on assiste à un certain nombre d'événements qui montrent qu'une sorte de sentiment nationalitaire, je n'ai pas dit nationaliste, va secouer la société italienne. En 1982, à l'occasion de la victoire de l'équipe de football de l'Italie au Mondial, une immense fierté. Ou encore en 1985, lorsque le président du Conseil, Bettino Craxi, donna l'ordre aux carabiniers de s'opposer à des marines américains sur la base sicilienne de Sigonella et de protéger un commando palestinien coupable de détournement d'un navire et de l'assassinat d'un citoyen juif américain. Et à chaque fois, c'était quelque chose qui était largement soutenu par l'opinion publique. C'est ce qu'a compris Silvio Berlusconi lorsqu'il crée Forza Italia, lorsqu'il va insister justement en reprenant le slogan des tifosi au moment où l'équipe nationale italienne joue pour en faire le nom de son parti, comme si en France un parti s'appelait Allez les Bleus. Et par conséquent, ce sentiment national va s'amplifier pour au moins trois grands motifs. Un, la montée en puissance de la Ligue du Nord. Paradoxalement, puisqu'elle réclame l'autonomie, voire la sécession de l'Italie, une grande partie du reste de l'Italie a voulu défendre la dimension nationale. Deux, à cause de l'arrivée dans un pays en plein démographique d'une immigration massive, aujourd'hui à plus de 5,5 millions d'immigrés réguliers, 4 fois plus qu'en 2001. Et puis trois, une inversion justement complète du rapport des Italiens à l'Europe, puisque les Italiens constatent qu'avec les critères de Maastricht, il y a une politique d'austérité et plus simplement le creusement de la dette publique et du déficit public qui permettait justement aux Italiens d'avoir un consensus électoral, mais aussi à cause de la crise économique et financière de 2008 et puis de l'arrivée des migrants dans des conditions dramatiques à partir de 2014 jusqu'en 2017. La démocratie républicaine italienne, jusqu'alors fondamentalement pro-européenne, est mise sous pression. Et c'est pour cela qu'à l'occasion du 150e anniversaire de l'unité italienne, en 2011, les présidents de la République, Carlo Azeglio Ciampi, puis Giorgio Napolitano, ont beaucoup œuvré en faveur de la nation italienne. C'est eux qui ont réintroduit, qui ont réinstillé la notion de nation en faisant par exemple pavoiser les villes italiennes du drapeau tricolore, en donnant de la solennité aux fêtes nationales avec l'organisation d'un défilé militaire le 2 juin, le jour de fête nationale, tout en liant en permanence la notion de la nation à la République et à la démocratie. Et ce qui se passe en Italie, c'est que dorénavant, deux conceptions de la nation s'affrontent. Celle-ci, celle des présidents Napolitano, Ciampi, mais aussi de Matteo Renzi du centre-gauche, qui consiste en quelque sorte à défendre une conception du patriotisme constitutionnel à l'Habermas. On est fier d'être italien parce que notre constitution est démocratique et parce que nous sommes ouverts à l'Europe et au monde. Et puis celle, dorénavant, de Matteo Salvini, qui lui, insiste sur une dimension ethno-culturelle de la nation. On est italien par les liens du sang et par le fait qu'on se reconnaît dans une conception traditionnelle de la religion chrétienne, quand bien même lui non plus n'a pas une vie privée spécialement chrétienne. Alors, ces controverses extrêmement politiques participent justement d'une définition en cours du contenu même à donner à la République et à la démocratie italienne, autour d'une question qui devient de plus en plus épineuse. Que faire avec les enfants d'étrangers nés en Italie? Sont-ils ou pas considérés comme des citoyens comme les autres? Et ces controverses renvoient au poids acquis, justement, par les nouveaux populismes.
Silvio Berlusconi fut le premier d'entre eux. Et depuis, il fut un populiste de chef d'entreprise entré en politique. Mais deux nouveaux populismes ont surgi en Italie, la Ligue de Matteo Salvini et le mouvement 5 étoiles. La Ligue du Nord est devenue, depuis 2013, la Ligue de Matteo Salvini. Et aujourd'hui, c'est le premier parti italien. Une ligue qui a désormais glissé vers l'extrême droite, qui se veut nationale et pas simplement régionaliste, et qui de ce fait ne s'en prend plus aux méridionaux, mais plus que jamais aux immigrés, à l'islam, à l'Union européenne. Le slogan de prédilection de Salvini est dorénavant « Prima l'Italia, prima gli italiani », ce qui marque un changement complet par rapport à ce qu'il y a quelques années. Il proclamait lui-même, lorsqu'il affichait sur ses t-shirts « Prima la Padania ». Salvini jouit d'une très grande popularité, un peu écornée depuis la crise politique de cet été, qu'il a rejeté dans l'opposition, mais il n'en demeure pas moins qu'il est le premier leader politique italien. Le mouvement 5 étoiles, le mouvement 5 étoiles, fondé en 2009 par le comique Beppe Grillo, a connu un succès prodigieux dès 2013, amplifié en 2018, avec notamment une percée considérable dans le sud du pays. Depuis qu'il exerce le pouvoir, il est désormais en difficulté. C'est un mouvement moins cohérent que la Ligue de gauche, de droite, écologique, traversée de fortes contradictions internes. Il a voulu innover en ne se définissant pas comme un parti et en tentant de combiner l'horizontalité d'une démocratie participative grâce aux réseaux sociaux et une plateforme numérique, appelée Rousseau, comme Jean-Jacques, et une verticalité totale, puisque tout le pouvoir appartient de facto aux fondateurs et aux dirigeants du mouvement. Ces deux partis, comme vous le savez, ont gouverné du 1er juin 2018 à la fin août 2019 et ont constitué un défi nouveau pour la démocratie italienne. L'un et l'autre ont de profondes divergences, mais aussi quelques points communs, notamment, pour ce qui m'intéresse ici, envers la démocratie libérale et représentative. Le mouvement 5 étoiles la critique au nom de la démocratie directe. Matteo Salvini n'a cessé, lui, d'en appeler au peuple, de sillonner le pays pour des bains de foule, de faire passer des décrets-lois qui ont soulevé des problèmes constitutionnels, de s'affranchir des poursuites judiciaires à son encontre. De même, cet été, entre autres parce qu'il avait gagné les élections européennes et que les sondages étaient favorables, il a voulu imposer des élections anticipées, ce qui passait par la dissolution des chambres, prérogative dont seul dispose le président de la République. Comme on le sait, il a échoué. Et finalement, en termes d'un renversement spectaculaire, mais au fond assez courant d'une démocratie parlementaire, un gouvernement, mouvement 5 étoiles, parti démocrate, donc de centre-gauche, s'est formé pour empêcher ces élections. C'est le nouvel exemple d'une vieille pratique de l'Italie libérale, celle du trasformisme, consistant à élargir la majorité parlementaire en intégrant ses adversaires. Mais alors, quel enseignement tirer de ces derniers événements ? Ces deux partis populistes s'efforcent de bousculer les institutions, non pas de les subvertir, mais de les bousculer, au nom d'un seul principe de légitimation, le soutien supposé du peuple. Or, ils n'y sont pas arrivés pour le moment. Car les institutions et les acteurs qui les font vivre, en l'occurrence ici les autres partis politiques et le président de la République, ont fait barrage à ces tentatives et rappelé les règles de l'état de droit. Ce qui se passe en Italie met donc en lumière les tensions qui existent historiquement entre les trois pôles constitutifs des démocraties parlementaires. Le pôle du peuple, le pôle des leaders et des partis, le pôle du Parlement. Ce dernier, le Parlement, est élu par le peuple par l'intermédiaire des partis et des leaders. Mais il arrive, et il arrive de plus en plus de nos jours, que les leaders, et pas simplement en Italie, que les leaders et les partis soient tentés d'en appeler au peuple, à sa souveraineté, qui devrait être, selon eux, sans limite pour imposer leurs volontés et leurs objectifs au Parlement. Ce vieil antagonisme se pose à nouveau frais en Italie dans un contexte sociétal explosif, avec la révolution technologique des réseaux sociaux qui bouleverse le rapport des citoyens à leurs représentants et impose la temporalité de l'urgence contre celle de la représentation, laquelle, justement, suppose du temps, la réflexion, la délibération. Mais face à ce nouveau défi, en Italie, encore une fois, un équilibre a été trouvé. Un équilibre fragile, un équilibre précaire, mais c'est un équilibre. Par quoi j'en arrive à ma conclusion.
Refusant de céder donc à la facilité de résumer la démocratie d'un adjectif ou d'une approche univoque, j'ai essayé de restituer la complexité de la trajectoire empruntée par la démocratie italienne en contextualisant son évolution, en montrant les difficiles conditions de son élaboration et de sa gestation, de son institutionnalisation, en indiquant les défis auxquels elle a été confrontée, la façon dont elle les a relevés, et en soulignant donc ses capacités de médiation, cette capacité d'inventer des équilibres fustiles, fragiles, entre des forces opposées. Je vous livre donc deux réflexions pour terminer. 1. Le paradoxe de la démocratie républicaine italienne, une démocratie parlementaire, et j'insiste sur ce point qui nous semble désormais si étrange à nous Français, sur la longue durée ce paradoxe, tient à ce qu'elle a fait une ressource politique des immenses difficultés qu'elle a dû surmonter, des nombreux obstacles qu'elle a dû franchir. Si je devais retenir l'idée que j'ai réfutée, celle de la faiblesse de la démocratie italienne, je dirais qu'au fond, la démocratie italienne a transformé cette faiblesse en une force, car elle a fait preuve d'inventivité et d'ingéniosité. Deuxième réflexion portant sur ce qui se passe en Italie depuis 25 ans. Loin d'être une anomalie, c'est quasiment au sens métaphorique un laboratoire. L'Italie vit la première, les mutations de la démocratie que l'on retrouve partout en Europe, avec des spécificités nationales. La défiance généralisée envers les institutions et la classe politique sur fond de crise économique, sociale et culturelle, l'essor des populismes. C'est pourquoi il s'avère, mesdames et messieurs, de connaître l'Italie et donc de l'étudier. Je vous remercie.